pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Fabrice Murukundo et MS Steven Yungeko sont à la cabine technique. Bienvenue chez les auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 20 février 2021 et dont voici d'abord les grandes lignes. Plus de 240 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours de cette semaine dans la municipalité de Bujumbura. Le ministère de l'Environnement menace de sanctionner les propriétaires de maisons construites dans les espaces verts, surtout sur le littoral du lac Tanganyika. Au cœur de la société, nous parlons de la coopérative Giriteka qui regroupe les réfugiés burundais et les rwandais. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue par le sécuritaire. D'abord, une personne a été tuée à coups de machette la nuit dernière sur la colline Ramera de la commune Buhaïra, en commune Mugui, province Chibitoke. La victime était une femme, l'auteur présumé est son mari et il a été déjà arrêté. Balthazar Mivour. Gisant dans du sang, le corps de la victime était couvert de plaies très profondes. Odette Nagahoraho, cette femme de 53, aurait été tuée par Bigirimana Jafete, son mari âgé lui de 38 ans. Une machette a été utilisée cet ignoble assassinat. Selon le voisinage de ce couple de 5 enfants, le couple était en ébullition depuis un certain temps. La femme accusait le mari d'une mauvaise gestion des biens de la famille. Cet acte a été commis au milieu de la nuit. Les 5 enfants assistaient impuissants à cette scène qui s'est passée pendant la nuit. Ils sont encore très jeunes pour faire face à leur père. Le corps de Odette Nagahoraho, leur mère est longtemps restée à l'intérieur de la maison sans qu'aucun enfant n'ose dénoncer leur père auprès des voisins. Selon une source sur place, c'est finalement vers 9h que des enfants aient le courage de dévoiler la mauvaise nouvelle au voisinage. Bigirimana Jafete se trouve être Imbonerakure parmi les plus influents en zone Buhaïra. Certains de ses camarades Imbonerakure ont tenté de recouvrir, arguant qu'il a des problèmes mentaux qui l'auraient poussé à commettre ce forfait. Peine perdue jusqu'à présent. Il a été incarcéré. La rédaction de la RPA a cherché sur téléphone portable Zokizwanayo Merkiade, administrateur de la commune Mugwa, mais son téléphone sonnait sans qu'il y ait quelqu'un pour décrocher. Merci à Balthazar Mivouro. Page santé inquiétante, montée inquiétante de cas testés positifs à la Covid-19 au Burundi. Depuis le début de cette semaine, plus de 240 tests sont avérés positifs uniquement en mairie de Bujumbura. Cela étant, le ministère de la Santé publique ne déclare pas quotidiennement les chiffres exacts de personnes atteintes sur toute l'étendue du pays. Trésor Nyonga. La mairie de Bujumbura compte 3 principaux centres de dépistage de la Covid-19. Un centre en zone Kanyosha pour la population du sud de la capitale économique, un autre à l'hôtel Source du Nil pour la population du centre de la capitale et un 3e centre à l'ETS Kamenge pour la population du nord de la ville de Bujumbura. Hormis le centre de la zone Kanyosha, dont notre source au sein de l'équipe chargée de faire le dépistage ignore les chiffres, les 2 centres restants comptaient 245 cas positifs jusqu'à ce vendredi. Ça devient de plus en plus grave. Pour uniquement cette semaine, on a enregistré 147 cas positifs au site de l'hôtel Source du Nil. Pour le site de l'école technique de Kamenge, on a enregistré 97 cas. Il nous manque seulement les chiffres du site de la zone Kanyosha. Le gouvernement semble être dépassé par les événements, du moins selon le constat de notre source. Ils sont dépassés par les événements. Il n'y a aucune action qui est en train d'être menée par l'équipe en charge de combattre la Covid-19. Et même le gouvernement n'agit pas.
Les derniers chiffres avancés par le ministère en charge de la santé publique datent du 15 février. 40 personnes avaient été testées positives à la Covid-19. Selon le rapport produit la même date, les personnes actives sous traitement s'élevaient au nombre de 228 dans tout le pays. Et depuis le 31 mars 2020, 1895 personnes ont été confirmées positives à la Covid-19 selon ce rapport. Officiellement, le pays a déjà perdu 3 personnes des suites de ce virus. Merci Trésor Nyongabo. Et le ministère de la Santé publique demande aux responsables dans différents secteurs de la vie du pays, comme les banques, de contribuer dans la lutte contre la Covid-19. Dans une correspondance que le ministère de la Santé publique a adressée à ses responsables, ils sont invités à imposer à tous les demandeurs de leurs services les gestes barrières à la Covid-19. N'est-ce pas, Walter Kwizera? Dans la correspondance du 12 février 2021, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Tadei Ndikumana, demande aux différentes autorités, comme le gouverneur de la BRB, le directeur de la RCT, de même que le secrétaire général de la RCA, de contribuer efficacement dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, surtout à travers leurs demandeurs de services. Dans cette même correspondance, le ministre Tadei Ndikumana a fait savoir que, même s'il y a des gestes barrières à la Covid-19 prises, dans certains endroits, cela doit être fait au sein de ces institutions si haut citées, puisqu'il s'agit des endroits les plus fréquentés. Ces mesures, selon le ministre de la Santé, sont entre autres la désinfection sur les poignées des portes, les guichets dans les banques, la désinfection des guichets automatiques, de même que la mise en place de dispositifs de lavage des mains. Toutefois, le ministre Tadei Ndikumana oblige le respect de ces mesures après d'autres mesures prises en date du 12 janvier 2021 par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communal à travers son porte-parole, comme quoi les chauffeurs et convoyeurs de bus de transport en commun, de même que leurs passagers, devraient porter des masques. Des mesures qui n'ont pourtant duré que le temps de la rosée. Pourtant, même si les autorités continuent de prendre des mesures qui ne sont pas ni respectées ni appliquées, la pandémie à coronavirus continue de se propager dans le pays au point que certains hôpitaux sont débordés. Merci Walter Kwizera. Cela étant, réouverture depuis ce jeudi des karaokés en mairie de Bujumbura. C'est après 2 mois de suspension en vue de la prévention contre la Covid-19. Cependant, le premier constat est que les mesures de prévention comme la distanciation ne sont pas respectées. Vicky Chris Ninheleti. Les karaokés ont repris ce jeudi pour se poursuivre ce vendredi. À l'entrée de certains établissements où se déroulent ces karaokés, l'eau pour le lavage des mains est utilisée par peu de gens. À d'autres endroits, il n'y a même pas de l'eau. À l'intérieur, la distanciation entre les clients n'est pas respectée. Des gens se serrent les mains pour se saluer ou encore pour danser comme si rien n'y était. Suite à la dernière suspension des karaokés, le nombre de clients avait sensiblement diminué, faute de quoi certains employés de ces établissements avaient été renvoyés. Interrogés sur le non-respect des mesures de prévention contre la Covid-19, les employés disent qu'ils ont du mal à les faire respecter car ils se font injurier et préfèrent alors laisser les clients à leur aise. Et de leur côté, les employés ne portaient plus régulièrement les masques de protection comme ils le faisaient avant. Pour rappel, les karaokés avaient été suspendus au début du mois de janvier cette année par le ministère de l'Intérieur. La raison avancée était le nombre croissant de cas positifs à la Covid-19. Merci Vicky Christine. Ces conflits entre le ministère du Commerce et celui de la Santé au sujet d'une facture impayée de plus de 2 milliards à l'hôtel Source du Nil. Les informations fournies par certains agents qui œuvrent dans le domaine de la santé révèlent que ce montant correspond à la prise en charge de personnes mises en quarantaine dans cet hôtel pour attendre les résultats de tests à la Covid-19. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Son montant évalué à plus de 2 milliards que réclame l'hôtel Source du Nil a été utilisé dans la prise en charge des personnes qui ont séjourné pour le confinement depuis le mois de mars 2020. Les informations fournies par certains employés de cet hôtel sous contrôle du ministère du Commerce indiquent que cet argent a été dépensé pour la restauration, le logement et autres besoins. Les mêmes sources font savoir que cette somme devrait être payée par le ministère de la Santé en collaboration avec celui des Finances. C'est alors le non-paiement de cette facture qui est à l'origine de la décision
prise par les responsables de l'hôtel Source du Nil de ne plus recevoir les passagers envoyés par le ministère de la Santé et de chasser ceux qui étaient déjà confinés. Les derniers ont quitté cet hôtel le dimanche dernier en date du 14 février. Pour certains travailleurs du domaine de la santé et affectés dans la campagne de prévention et de lutte contre le coronavirus, cette mésentente risque de perturber leurs activités. Il y a un problème lié à la suspension du confinement à l'hôtel Source du Nil. C'est suite à une mésentente entre le ministère du Commerce d'une part et celui de la Santé et des Finances de l'autre part. L'objet de cette mésentente n'est autre que des sommes d'argent que ces deux ministères doivent à celui du Commerce. Les employés de l'hôtel Source du Nil, qui est sous la supervision du ministère du Commerce, disent que cette somme a été dépensée en grande partie pour la restauration des clients. Nous ne voyons donc pas comment la campagne va se poursuivre. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le docteur Tadendi Koumana, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Nous avons également contacté Domitien Dihokubwayo, en charge du ministère des Finances. Celui qui a répondu à l'appel nous a signifié, avant de nous raccrocher au nez, que son numéro n'est plus enregistré sur son ministre. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. De la santé à l'environnement, ceux qui ont érigé des constructions dans des espaces verts sur le littoral du lac Tanganyika, qui sont surtout des personnalités influentes au pays, vont être très bientôt répertoriés. Il s'en suivra la démonstration de la manière dont ils ont enfreint sur la loi. Cela a été déclaré ce mercredi par Deogui Derurema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, lors de la présentation du nouveau Code de l'environnement devant le Parlement. Un plan d'exploitation de ces espaces est d'ores et déjà mis en place, a souligné le ministre. Suivez. Pour ce qui est de ces espaces verts, franchement, ce n'est pas n'importe qui venait les occuper. C'était plutôt d'autres personnalités. Ok, nous allons dresser une liste pour démontrer comment ces espaces verts ont été occupés, même si on prenait l'intervalle de 5 ou 10 ans. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens soient au courant de la vérité au lieu d'agir clandestinement. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'aucune personne n'est au-dessus de la loi. Dans le passé, tu t'adressais à une personne quelconque pour lui dire qu'il violait la loi pour construire dans ces espaces, elle te répondait que l'autorisation émanait des autorités plus supérieures. On va faire une évaluation rapport et des mesures basées sur la vérité vont être mises en place. Nous venons de mettre en place un plan d'exploitation du littoral du lac Tanganyika qui s'étend de Kadjaga à Nyanza-Lac. Dans ce plan, nous déterminons l'état des lieux, ceux qui ont violé la loi, les espaces disponibles ainsi que le plan de leur exploitation. Sur ce point, vous devez savoir que le motif de son non-respect de la loi est que les parcelles à cet endroit sont chères. Une personne peut accepter de payer à l'État une somme de 80 millions afin d'obtenir une parcelle et tous les documents. Une année après, cet acheteur vend sa parcelle à 500 millions et s'enrichit ainsi. Il construit des maisons alors que le poste qu'il occupe ne peut pas lui permettre de le faire. Ici donc, vous entendrez des cris car il y a ceux qui craignaient d'agir du fait que les propriétaires de ces constructions anarchiques sont de gros poissons du régime. Et je vous le déclare, nous avons déjà reçu des menaces, mais j'ai dit que nous sommes à l'aide d'un gouvernement responsable et laborieux. Nous sommes tous unis au sein de ce gouvernement. Quand nous allons commencer la mise en application de cette activité, prière de nous soutenir. Le ministre en charge de l'environnement, Deogui Derurema, a été repris en français par Éloge Divin Remecha. Dans l'entretemps, certains activistes qui militent pour la protection de l'environnement saluent la déclaration du ministre Deogui Derurema, mais des doutes persistent. Au sein de l'association Les Amis de la Nature, ils espèrent que les paroles se joignent aux actes, et cela dans les plus brefs délais, puisque le ministre actuel n'est pas le premier à avoir déclaré de tels propos en rapport avec ces espaces. Suivez ma mère Sabouchimi, qui est président de l'association Les Amis de la Nature.
nous saluons vivement la décision du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et nous soutenons beaucoup ce ministre, nous l'encourageons beaucoup. Ce sont des promesses de protection de l'environnement que tout le monde peut saluer. Il précise que ceux qui ont violé cette loi, qui ont construit dans la zone Tampo, qui ont détruit la biodiversité et le littoral du lac Tanganyika, que ces gens ne sont pas moindres. Ce sont des gens qui ont occupé de véritables postes politiques. Je pense notamment aux officiers supérieurs de l'armée et de la police, aux commerçants et d'autres cadres de l'État qui ont occupé différents postes importants dans la vie du pays. Alors, Guide Moulema nous promet vraiment de véritables décisions qui seront mises en application. Nous avons de véritables inquiétudes à propos de ces promesses, à propos de ces décisions. Pourquoi? Parce que depuis 2012, tous les ministres qui ont occupé les postes ministériels de la protection de l'environnement avaient promis de détruire toutes ces constructions, de faire appliquer la loi, mais en vain. Nous attendons la mise en application de cette loi. C'était Mamer Sabouchimi, qui est président de l'association Les Amis de la Nature. Les conséquences de la mesure qui interdit les taxis vélos à franchir le centre-ville de Gitega sont d'ores et déjà remarquables. Certains services dans cette capitale politique du pays sont au ralenti suite au retard des travailleurs. Les conducteurs de taxis vélos dans la ville de Gitega et les usagers de ce transport demandent que la mesure soit abolie. Le point avec Innocent Valentin Singilangab. Les habitants de la ville de Gitega indiquent qu'ils sont désormais obligés de dépenser beaucoup plus d'argent pour le déplacement suite à la mesure qui interdit les taxis vélos d'atteindre le centre-ville de cette capitale politique. Le déplacement par vélo était notre moyen de transport plus facile. Généralement, on payait 200 francs burundais pour arriver au centre-ville de Gitega ou encore 300 francs burundais pour le long trajet. Le coût de déplacement par moto est de 1000 francs burundais. Actuellement, nous nous retrouvons dans l'obligation de payer en taxi-voiture et les tuk-tuk, ce qui est extrêmement cher. Les conséquences se manifestent également chez les fonctionnaires de l'État et les commerçants qui se déplacent tôt le matin, selon ce témoignage. Les commerçants et les fonctionnaires de l'État qui se rendent au service très tôt le matin arrivent souvent en retard suite à cette mesure. C'est vraiment un casse-tête car le même problème se pose pour rentrer le soir. La dite mesure se percute aussi sur la survie des conducteurs de taxi-vélo, comme un parmi eux le précise. Ces derniers ont soumis leurs doléances à l'administrateur de la commune Gitega, mais sans effet. Nous enregistrons un manque à gagner. Nous ne savons pas à quel point se vouer. Nos enfants ont faim et ils apprendraient à voler. Nous nous sommes procurés de l'engrais chimique par dette et maintenant nous n'avons pas d'argent pour rembourser la dette. On nous a interdit de travailler jusqu'au centre-ville. Nous avons fait une réunion jeudi dernier avec l'administrateur de la commune Gitega, mais sans issue. L'administration provinciale avance que la décision a été prise dans le cadre de limiter les accidents et de maintenir la ville politique propre. C'était un reportage signé Innocent Valentin Singilangabo. Les femmes membres de la coopérative Tushiri Kiote en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi accusent les responsables de l'association Afrabou d'avoir détourné l'aide qui leur était destinée. Et les précise que ce financement leur avait été octroyé par l'ONG Alerte Internationale sous forme de dédommagement sur leurs marchandises emportées par des inondations. Onésime Dushimagidzi. Tout a commencé après que les marchandises de 53 femmes rapatriées, membres de la coopérative Tushiriki Ote en zone Gatumba, aient été emportées par des inondations. Via l'association Afrabou dont elles sont membres, ces femmes ont été octroyées un financement de 27 millions de francs burundais de la part de l'organisation Alerte Internationale sous forme de dédommagement sur leurs marchandises endommagées. Les membres de la coopérative Tushiriki Ote affirment que cette aide a été réceptionnée au mois de décembre 2020, mais que les responsables de la Frabou, à savoir le prénommé Bienvenu, chef de projet, et Godeliev, la représentante légale de la Frabou, ont refusé de l'accorder aux bénéficiaires.
Il faut savoir que l'aide a été octroyée aux membres de la coopérative Mupakashamba Letu. Pourtant, il a été sollicité par la coopérative Tushiriki Ote car c'est elle qui a été victime des inondations. Tous les documents attestent que c'est notre coopérative qui a été financée. D'ailleurs, c'est elle qui est née en premier lieu. Nous avons appris que cet argent a été octroyé en liquide en RDC. Pourquoi pas nous? Ils nous ont dit qu'ils vont nous acheter des marchandises. On ne sait pas pourquoi ils nous traitent comme des enfants. Les membres de la coopérative Tushiriki Ote craignent d'un éventuel détournement de leur financement par les responsables de l'association Afrabu, à savoir Bienvenue et Godeliev, d'autant plus que tout ce qu'ils sont en train de faire le font sans consulter les bénéficiaires. Ces gens, ils ont sans doute détourné notre argent. Ils ont acheté un conteneur de marchandises sans notre consentement. On ne sait pas combien d'argent il a coûté. Il a été acheté par le chef de projet de la coopérative, Mupakashamba Letu, à l'insu de la responsable de la coopérative, Tushiriki Ote. Nous avons été scandalisés. Ces femmes et membres de la coopérative Tushiriki Ote demandent à l'organisation Alerte Internationale et à l'administration de suivre de près ce dossier afin que l'aide soit parvenue aux ayants droit. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le représentant régional de l'organisation Alerte Internationale et ce dernier nous a confié que les bénéficiaires ne reçoivent pas de l'argent liquide, mais qu'en collaboration avec les responsables de la FRABU, ils reçoivent les marchandises qu'ils ont mentionnées dans leur projet de financement. Au cœur de la société, aujourd'hui nous vous parlons des activités de la coopérative Giriteka qui regroupe les réfugiés burundais et les rwandais dans le secteur de Nyamata au sud-est du Rwanda. Le mini-magazine Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils mènent leurs activités agropastorales dans un terrain leur prêté par la Maison Shalom depuis plus de 6 mois dans le district de Bugesera, situé dans la province est du Rwanda. Les réfugiés burundais et la population haute ont récemment récolté le maïs. C'est sur cette première récolte que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 20 février 2021. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. C'est la coopérative Giriteka qui a eu sa première récolte de maïs ce jeudi dans le secteur Nyamata, c'est au sud-est du Rwanda. Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance était sur place. Sur la colline Murambi du secteur Nyamata dans le district de Bugesera dans la province de l'Est du Rwanda, exactement à 3 km de la ville de Nyamata, il y a une propriété foncière d'une superficie de 4,5 hectares qui fait la différence sur cette colline. Un vaste champ de maïs verdoyant s'étend sur la grande partie de cette propriété. Sur l'autre partie, il y a une plantation de manguiers, un champ des aubergines, une bananerie, un poulailler et une porcherie. Cette propriété appartient à la coopérative Giriteka qui regroupe les réfugiés burundais et une communauté locale du pays hôte. Cette burundaise, membre de la coopérative Giriteka, ne doute pas de la réussite de leur projet. On s'est mis ensemble avec les Rwandais et on a bénéficié des formations avant de démarrer ce projet. Nous cultivons le maïs, nous élevons les porcs et les poules. Nous espérons un bon résultat. C'est dans l'espoir qu'on s'est investi beaucoup et nous ne doutons pas que ce projet portera ses fruits. Ouiman Rachel, une Rwandaise membre de la coopérative Giriteka, indique que l'intégration des réfugiés burundais a été non seulement facile, mais aussi une aubaine pour la communauté rwandaise de Nyamata. Les Burundais et les Rwandais, nous sommes les mêmes. On est fiers d'eux. Ce sont par ailleurs des gens intègres. Nous avons plusieurs ressemblances. Nous souhaitons que notre projet avance bien. Cela facilitera notre développement et celui des nôtres. Le premier atout de la coopérative Giriteka a été les ressources humaines. Les réfugiés burundais qui étaient dans différents secteurs de la vie du pays ont rendu complémentaires leurs connaissances, selon Hagorima Jean-Paul, le président de la coopérative Giriteka.
Au Burundi, nous étions dans les différentes provinces. Et il y a aussi ceux qui sont venus des villes de Bujumbura, de Gitega, de partout dans le pays. Et nous sommes rencontrés ici. Auparavant, c'était vraiment très difficile de vivre dans un pays étranger, de trouver un emploi. Mais nous avons vu, si nous voulons vivre vraiment, il faut travailler. Il y avait des infirmiers, il y avait des docteurs, donc dans tous les secteurs. Nous avons des agronomes, nous avons des vétérinaires qui nous ont donné des connaissances. Nous avons mis ensemble ce que chacun peut faire. C'est pourquoi nous sommes ici et il n'y a aucun problème jusqu'à maintenant. Cette coopérative compte 120 membres, dont 84 Burundais et 36 Rwandais. Elle a reçu l'appui financier et technique de l'ONG Maison Shalom International. Sur ce terrain de 4,5 hectares, la coopérative Giriteka a planté le maïs sur plus de 3 hectares. Elle compte obtenir en tout une récolte de plus de 20 tonnes. Selon Wilhelmine Wibereho, responsable du programme d'appui économique au sein de la Maison Shalom, le terrain a été prêté à la Maison Shalom par un partenaire pour une période de 5 ans. La Maison Shalom a voulu venir en aide de toutes ces personnes en difficulté, que ce soit la communauté des réfugiés ou la communauté rwandaise, et à avoir une occupation, de plus une occupation qui peut générer des revenus. Alors, on a réuni toutes ces personnes-là intéressées par des activités agro-pastorales et on les a réunis dans ce groupement-là, Giriteka. L'intérêt de tout ça, c'est de voir ces personnes-là plus tard devenir des gens capables de prendre en charge leur famille. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, Wilhelmine Wibereho explique aussi l'avantage de travailler en coopérative. D'ailleurs, c'est l'un des programmes du gouvernement du Rwanda de réunir les gens dans des groupements, dans des coopératives, parce que ça présente beaucoup d'avantages. Il y a par exemple les connaissances, les expériences qui sont partagées. Vous savez, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître. Chacun apporte ses connaissances et ses expériences et vous les mettez ensemble et ça donne quelque chose de solide, quelque chose de bon, de constructif. Et aussi, il y a certaines activités qui demandent de la force physique. Quand tu es seul, tu te fatigues vite, tu te lasses même très vite. Mais quand tu travailles avec les autres, vous partagez les tâches, ça devient facile. Autre chose, si tu as un projet, vous avez un projet, chacun apporte sa contribution. Peut-être qu'en étant seul, ce projet ne peut pas être faisable, mais en réunissant chacun sa contribution, ça devient facile. Vous avez comme ça un capital qui vous permet de mettre à exécution votre projet. Autre chose encore très importante, c'est que quand les gens travaillent ensemble, les gens ont tendance à vous faire confiance qu'étant seuls. Beaucoup d'opportunités se présentent. Certains bailleurs préfèrent travailler avec des coopératives que travailler individuellement. Ça fait partie des choses que les gens regardent quand ils veulent aider, quand ils veulent apporter leur soutien. Mais avant de créer une coopérative ou une association, selon Wilhelmine Wibereho, les réfugiés burundais devraient d'abord vérifier s'ils comprennent de la même façon l'objectif visé pour éviter les dislocations qui surviennent souvent dans ce genre d'association. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 20 février 2021. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. Merci à Émile Nibasumba pour ce mini-magazine au cœur de la société. C'est par ici, à mes chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce samedi 20 février 2021. Merci pour votre aimable écoute et merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimulukundo et à Steve Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadzoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi,
un magazine Campan pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.